Amis téléspectateurs, amis lecteurs, un dicton dit « La culture est ce qui reste quand on a tout oublié ». Mais pour pouvoir tout oublier, il faut quand même nourrir l'esprit. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui un invité qui nous parlera de deux ouvrages qui sont d'un grand apport dans notre patrimoine culturel. Et ce monsieur, il s'appelle Anissé Mobé. Monsieur Anissé Mobé, bonjour. Bonjour et bonjour aux amis téléspectateurs. Bien, vous êtes politologue, chercheur en sciences sociales et vous avez écrit beaucoup d'articles sur l'Afrique centrale et surtout vous êtes correspondant au monde diplomatique. Et par rapport à cette position-là dans le monde diplomatique vis-à-vis du Congo, quel intérêt le Congolais devrait tirer de ce que vous écrivez dans ce journal-là? Mais non seulement de ce que moi j'écris, mais de ce qu'écrivent aussi d'autres Congolais, et aussi d'autres collaborateurs, d'autres journalistes du monde diplomatique, parce que le monde diplomatique a sur les problématiques du monde une approche qui offre des alternatives, qui souligne les enjeux souvent masqués ou méconnus des problématiques contenues de médias du monde entier, des médias qui souvent nous manipulent sans le savoir. Mais justement, le monde diplomatique démonte tous ces mécanismes-là de manipulation des opinions publiques en offrant des éléments d'une lecture critique pour que nous puissions, non seulement les Congolais, mais aussi tous ceux qui s'intéressent au Congo, pour que nous puissions avoir une approche critique, une approche responsable, aussi bien dans nos analyses que dans nos choix, dans nos pratiques. Et le Congo, en ce moment, a bien besoin vraiment de connaître tout ce qui est en dessous de tout ce qu'on voit dans les grands médias. Mais bien sûr, c'est pour cela il faut se féliciter, en tout cas se réjouir que justement vous contribuez à la construction de l'intelligence critique des problématiques congolaises. Merci. Si nous vous recevons aujourd'hui, c'est par rapport à l'apparition de deux ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le premier pour lequel vous êtes là, s'intitule comment? Il a été écrit par qui? Bon, le premier ouvrage est l'œuvre de Madame Clémentine Faïk Nzouji. Elle est actuellement professeure émérite de l'Université catholique de Louvain. Elle a commencé à donner cours chez nous au Congo, à l'Université nationale du Zaïre, faculté de lettres à Lubumbashi. Elle a commencé les études à l'Université Lovanium. Son ouvrage est intitulé « Sources et ressources » en sous-titre « Panorama des cultures fondamentales de la République démocratique du Congo ». Donc, un mot sur la personnalité de Madame Faïk Nzouji. C'est une grande dame de la culture, en ce sens que c'est depuis 1965 qu'elle a été au cœur même, à la base d'un cercle littéraire qui a connu beaucoup de succès, la Pléiade, un cercle de la Pléiade qui s'est réuni au collège Albert Ier, déjà dans les années 65-66. De ces cercles sont sortis beaucoup d'écrivains, notamment de poèmes, même de romanciers, d'une part, et d'autre part, elle-même, Madame Faïk Nzouji, a remporté plusieurs prix littéraires, notamment lorsque le président Senghor est arrivé chez nous, en 69, elle a remporté un prix de poésie, et puis en 70-71, à l'occasion du 5e anniversaire de la Deuxième République, elle a aussi remporté un prix littéraire. Et cet ouvrage, c'est vraiment l'œuvre de sa vie. Donc elle fait la synthèse de tout ce qui est source et ressources des cultures du Congo. Culture ici à la fois en tant que vision du monde, patrimoine d'une société, patrimoine souvent transmis de génération en génération, et souvent c'est l'école qui joue ces rôles-là, notamment ici en Occident. Mais culture aussi en tant que raffinement d'esprit, matériaux pour analyser, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit et pouvoir agir sur cet espace-là. Donc voilà un peu, dans les grandes lignes, le contenu de cet ouvrage. Et chez nous, à RD Congo, politiquement, quand on distribue les postes ministériels, le ministère de la Culture est toujours le 28e, c'est-à-dire le dernier. Et pourtant, dans la vie d'une nation, on sait que la culture, c'est un grand pan de la nation. Et quel pourrait être l'apport de cet ouvrage de Madame Faïk Nzouji par rapport à notre culture et par rapport aussi à notre vie en tant que nation? Bon, d'abord, le Congo n'est pas un cas unique dans la répartition de postes gouvernementaux. En France, qui est considéré comme un pays de culture, il a fallu attendre l'arrivée de la gauche
pour qu'il y ait un ministère de la Culture. Avant, c'était Malraux, était ministre des Affaires culturelles. Donc il a fallu la gauche pour qu'il y ait un ministère de la Culture, pour qu'il y ait une augmentation assez substantielle du budget de la culture. Mais depuis lors aussi, ça stagne. Donc partout dans le monde, donc, le cas du Congo n'est pas un cas unique. Mais cela n'est pas une raison pour que nous ne fassions pas des efforts pour améliorer l'organisation du ministère de la Culture. Deuxièmement, chez nous, souvent quand on parle de ministre de la Culture, on sous-entend tout de suite la musique. Non. Effectivement, la production musicale au Congo, c'est une des productions culturelles les plus importantes dans la vie artistique au Congo, mais ce n'est pas la seule production culturelle. Il faudra aussi étendre, par exemple, notamment des ouvrages. Alors, par rapport à cet ouvrage de Madame Faïk Nzouzi, il y a trois grands chapitres. D'abord, quelle est la vision du monde dans les sociétés congolaises? Quand je dis les sociétés congolaises, parce que nous sommes un pays multiculturel. Où à ce moment-là, elle aborde les questions religieuses, comment est-ce que les religieux, et puis surtout les spirituels, est perçu, organisé dans nos sociétés. Deuxièmement, elle parle de paroles fondatrices, parce qu'une société ne peut pas se développer quand il n'y a pas des fondamentaux, quand il n'y a pas des points de repère. Il faut avoir des ancrages. Et enfin, le dernier élément, c'est conservation et transmission du patrimoine. Et ça, c'est très important. Ça répond à une partie de votre question. Comment utiliser, par exemple, l'école pour que nous puissions conserver et transmettre ce patrimoine de notre société. Mais au-delà de l'école, il y a aussi maintenant les grands médias. Les grands médias, il faut s'organiser pour faire de nos grands médias des espaces culturels, à la fois des productions de matériaux culturels, de lieux d'expression des écrivains. Le Congo a beaucoup d'écrivains, notamment ici en Belgique, par exemple, on peut citer le cas d'Antoine Chitungu, qui fait beaucoup de publications et qui est professeur de littérature lui-même. Donc il faut ouvrir les médias à ces acteurs culturels, parce qu'un professeur, c'est aussi à vocation d'être un acteur culturel. Il faut ouvrir l'espace des médias à ces acteurs culturels pour nous expliciter les faits littéraires. Pourquoi? Qu'écrivent les Congolais? À quel public s'adressent les œuvres littéraires de Congolais? Je rappelle qu'à une certaine époque chez nous, il y avait une union des écrivains zaïrois. L'écrivain et professeur de littérature Pius Ngandou les a surnommés des écrivains sans œuvre. Rares sont parmi les écrivains de l'UEZ qui avaient fait des publications, mais ils se sont affublés ces titres-là et en réalité, ils se voulaient un pendant du parti unique. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à dire, à écrire, notamment sur les espaces médiatiques. Donc, conservation et transmission du patrimoine, les rôles des médias, les rôles des professeurs et aussi les rôles des associations. Donc, ils doivent aussi s'organiser pour que nos jeunes puissent être initié. Le terme initiation revient souvent dans cet ouvrage de Madame Faïk Nzouzi. J'ajouterais que cet ouvrage est abondamment illustré par les photographies de M. Gaëtan Faïk, qui a fait des photos splendides dans les écoles donc, on parle souvent des écoliers ici. Quasiment toutes les 2 pages, on voit les petites filles, les petits garçons des écoles chez nous. C'est dire le rôle central que Madame Faïk attribue à l'espace scolaire pour la transmission, la conservation du patrimoine culturel. Bien, Monsieur Anissé Mobé, merci pour cette approche. Mais quelques questions pratiques. L'ouvrage a combien de pages? Il coûte combien? Où peut-on se le procurer? Bon, l'ouvrage a plus de 300 pages. On peut se le procurer, comme on dit familièrement, dans toutes les bonnes librairies, mais surtout à Louvain-la-Neuve, au Centre international des langues et des traditions d'Afrique. C'est à Louvain-la-Neuve. Il suffit de téléphoner à Louvain-la-Neuve, donc vous pourrez vous procurer cet ouvrage. En tout cas, il est indispensable, cet ouvrage. Il faudra vraiment l'acquérir pour l'avoir dans sa bibliothèque, et aussi surtout organiser des colloques, des débats autour de cela. Par exemple, nous avons beaucoup de mal ici à faire comprendre à nos enfants l'importance de la dot quand on se marie.
les enfants croient qu'on les ennuie. Non, ça a une valeur symbolique d'une première importance. Donc, c'est les genres de problématiques qu'aborde Madame Faïk ici quand elle parle de problèmes d'initiation. On ne devient pas adulte comme ça du jour au lendemain dans nos sociétés. Il y a tout un rite de passage. Et puis tout cela, c'est très bien expliqué ici et il faudrait en débattre. Donc, ce n'est pas un livre qui apporte des vérités figées, révélées. Non, c'est un livre qui ouvre les débats. Bien, merci Monsieur Anissé Moubé. Vous avez amené un deuxième ouvrage, si nous pouvons en connaître le titre et les auteurs. Bon, le deuxième ouvrage s'intitule Les Jésuites au Congo-Zaïre, 100 ans d'épopée. Donc c'est un ouvrage collectif qui est publié, qui a été rédigé par une équipe, notamment aussi bien des laïcs que des pères jésuites, mais c'est édité et produit par l'association des anciens élèves de pères jésuites du collège Saint-Michel à Bruxelles. Bien, une question d'approche encore une fois. Les jésuites sont partis ou presque partis. Chez nous, il y a eu floraison de ce qu'on appelle les églises du réveil. Est-ce qu'il y a encore des souvenirs des jésuites chez nous? Ah mais bien sûr. Ne fût-ce que par les œuvres les scolaires qu'ils ont accomplies. Hein. Donc, d'abord le collège Albert Ier, aujourd'hui Institut Boboto, le collège de Bonsomi Anjili, qui est un collège diocésain, mais que le cardinal Maloula avait confié aux pères jésuites. Il y a le collège de Mbanzaboma, mais qui est devenu collège diocésain, et puis le collège de Kinyati. Il y a le petit séminaire de l'Infou, et puis le petit séminaire de Kinzambi. L'Infou s'est fondé déjà dans les années 1922. Kinzambi, c'est en 1937. Ça a commencé à Wombali, ça a été transféré à Kikwit, et puis finalement à Kinzambi. Et puis il y a les grands séminaires de Maïd. Les jésuites ne sont plus de responsables là-bas, mais, puisque vous parlez des souvenirs, ce sont des traces de leur passage, des œuvres qu'ils ont accomplies. Mais deuxièmement, au collège Albert, à côté du collège qui dirige toujours les pères jésuites, il y a le centre culturel Boboto, qui est un grand centre culturel dirigé par le père jésuite. Et surtout, toujours dans les secteurs culturels, il y a la revue Congo-Afrique. Ça, ce sont les pères jésuites. Et puis la revue Téléma, qui est une revue de théologie, c'est aussi une revue des pères jésuites. Donc, voilà les traces. Mais, puisqu'on a parlé du collège Albert Ier, il faut souligner qu'au début, quand le collège Albert a été créé en 1937, c'était uniquement pour des élèves, des enfants belges, européens. C'était aussi le cas du collège Notre-Dame de la Victoire à Bukavu, devenu après collège Alpha-Jiri, qui était un collège de pères blancs, mais qu'on a confié aux pères jésuites. Donc ce n'est qu'à partir des années 58, 59, 60 que finalement le collège Albert s'est ouvert aux élèves, aux enfants congolais. Bien, et quel est le contenu de cet ouvrage? Quand on le feuillette, on y trouve quoi? Bon, on y trouve toute l'histoire de l'implantation des pères jésuites au Congo. Déjà, tout au début de l'État indépendant du Congo, ils sont arrivés des diocèses. À l'époque, on ne disait pas diocèse, on disait vicariat. On leur ont été attribués vicariat de Kwango Kwilu et puis Kisantu, qui sont devenus diocèses de Kwango Kwilu, de Kikwit et surtout diocèse de Kisantu. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, donc essentiellement des œuvres scolaires et puis œuvres missionnaires et puis surtout épiscopales, parce que Kisantu, Kikwit avait des évêques. À l'époque, on disait vicaire apostolique, délégat apostolique plutôt. C'était de pères jésuites. Nous avons appelé le père Verwimp à Kisantu, Monseigneur Lefebvre et Guffens à Kikwit. Ça, c'est deux. Et puis, troisièmement, il faut toujours souligner que l'université Lovanium à Kinshasa, c'est l'émanation, ou plutôt l'aboutissement des initiatives de pères jésuites qui ont fondé à Kisantu les centres Lovanium du Congo, les centres congolais de Lovanium, qui regroupaient les trois grandes écoles de Kisantu, l'école administrative fondée en 46-47, l'école moyenne d'agriculture depuis 1932, et puis surtout l'école médicale de la FOMILAT, la fondation médicale de Lovanium,
en Afrique centrale, qui formaient des assistants médicaux, en fait des médecins, puisqu'ils faisaient 8 années d'études. Donc en 1954, ces 3 grandes écoles vont fusionner pour finalement fonder, en fait, c'est de là que va émerger l'université Lovanium, mais ça a été attribué à Louvain. Les jésuites ont été évincés, mais ça c'était pour des raisons de contradiction coloniale. Bien, vous qui avez lu et fêté l'ouvrage en voyant l'œuvre des jésuites en ce qui est de l'enseignement, par rapport à l'enseignement, au niveau d'enseignement aujourd'hui, quel parallèle vous pouvez établir, quel constat vous pouvez faire? Bon, constat certainement. Parallèle, c'est quand même deux situations historiques différentes. Constat, évidemment, il y a en 1979, la revue Congo-Afrique des Jésuites a consacré tout un grand dossier sur le problème scolaire zaïrois suite aux échecs, notamment aux examens d'État. Bon. Pendant très longtemps, les pères jésuites ont été très actifs au BEC, Bureau de l'enseignement catholique, dirigé pendant très longtemps par le père Ekwa, puis le père Claude Michel, Jean-Claude Michel était là, le père de Vogel, donc ils ont énormément contribué à faire fonctionner avec beaucoup de doigté, beaucoup de dévouement aussi, les réseaux scolaires catholiques. Bon. Donc on pourrait peut-être pas s'inspirer, mais en tout cas fructifier l'œuvre accomplie pendant cette époque pour qu'aujourd'hui on puisse se donner les moyens de pouvoir réformer notre réseau d'enseignement, se ressaisir pour qu'enfin on puisse retrouver les performances qui ont été celles de notre système d'enseignement pendant très longtemps, en dépit d'énormes difficultés. Bien, Monsieur Anissé Mobé, nous vous remercions pour être venu nous voir afin qu'on fasse cette émission. Et quel serait votre dernier mot par rapport donc à ces 2 ouvrages, à ce que vous souhaiteriez que ce soit l'attente au niveau de la population congolaise? Mais d'abord, il faudrait lire attentivement les 2 ouvrages, notamment cet ouvrage des Jésuites. C'est quand même l'histoire du Congo, hein, donc notamment sous l'angle évidemment culturel, sous l'angle de l'enseignement, mais c'est l'histoire du Congo. Il faut toujours s'approprier la mémoire historique d'un pays, d'une société. Sinon, un peuple perd le point de repère, il ne peut pas avancer. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, quant à l'ouvrage de Madame Faye Kinzouzi, eh bien, c'est vraiment un matériau stimulant à la réflexion, et donc pour comprendre ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir, surtout en ce moment où vous vous rendez compte, en dépit de la tragédie qui frappe la société congolaise, mais on sent qu'il y a une grande vitalité artistique. Eh bien, il faudra maintenant chercher à savoir d'où vient cette vitalité artistique. Pourquoi n'arrivons-nous pas à sombrer? Et donc, je dirais, en lisant cet ouvrage, on peut s'approprier les différents matériaux qui véhiculés dans cet ouvrage pour se donner les moyens de pouvoir rebondir et peut-être là, j'emprunterai la phrase de Aimé Césaire, et si nous faisions de la culture une arme miraculeuse. Bien, merci beaucoup, Monsieur Anissé Mobé. Nous remercions également notre réalisateur Gérard Kanabassao et le professeur Antoine Tchistungu pour quelques conseils pour mener à bien cette émission. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, la culture, c'est l'âme d'un peuple, et je pense que ces ouvrages ne devraient pas passer inaperçus et que c'est les procurer, les lire et les diffuser serait la moindre des choses. Merci et pour une prochaine émission.